Salut à tous, bienvenue au Fringe Show, l'épisode 3 du nouveau concept. Un jour, je vais arrêter de dire du nouveau concept, je vais juste dire bienvenue au Fringe Show, mais j'ai l'impression que c'est encore tout frais, c'est encore tout nouveau. Cette fois-ci, je l'ai dit que ça finirait par arriver, on n'enregistre pas ça le soir avec une bière, on enregistre ça sur Twitch, encore une fois, en live sur Twitch. Pour ceux qui me suivent pas déjà puis qui voudraient venir assister à ça, ben, vous êtes les bienvenus, Fringe Channel sur Twitch, mais avec un café, alors santé. Aujourd'hui, même si ça risque peu d'arriver parce que je dis tout le temps ça et je parle tout le temps trop finalement, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être un épisode peut-être un peu plus court parce que j'ai un peu moins de choses dans mon planning, mais je veux parler de certaines nouvelles du box-office et du monde du cinéma. On va parler d'une petite affaire qui s'est passée chez Rockstar, un des studios de Rockstar à Édimbourg avant-hier. Quelques petites nouvelles concernant le monde des bibliothèques. Et puis ensuite, comme toujours, la petite section Varia que je vous ai préparée. Alors, ben, là-dessus, je vous souhaite bon Fringe Show. Yes! Alors, bienvenue à tout le monde dans le chat qui assiste à l'enregistrement en live. La petite explosion, c'est ça. Il y a eu un petit kaboom. Il y a eu un petit kaboom. Fait qu'on on va y revenir. Je veux pas commencer avec ça, je veux commencer avec les films. Wow! Il est bien wild, lui, à pas commencer avec la même catégorie d'un épisode à l'autre. Bienvenue sur le Fringe Channel. Power dans le chat qui dit bonjour. Alors, ben les films, en fait, je vais commencer avec un gros titre. Même si ça vient pas juste de sortir. Dans le temps des fêtes, j'attendais mon chum d'enfance. Monsieur Christophe, qui descendent de Québec. On voulait aller voir ensemble Avatar. Bon, Avatar, Fire and Ash. Faut dire, je suis pas comme. En fait, j'avoue que je sais même pas si je connais du monde qui sont des gros fans d'Avatar. Mais j'haïs pas ça non plus. C'est juste des films que j'ai toujours trouvé corrects, visuellement très beaux. J'avais vu le premier au cinéma, puis j'avais trouvé ça bon, mais j'avais peut-être pas compris le hype, puis pourquoi c'était devenu le film le plus le top du box-office de tous les temps. Après ça, ça a pris 60 millions d'années avant que le 2 sorte, puis là, on a eu le 3 pas trop longtemps après, quand même, quand on compare entre le 1 puis le 2, puis entre le 2 puis le 3. Donc c'est ça, j'ai toujours... Indifférent serait pas le bon mot. C'est un film que je vais au cinéma, j'ai du fun à le regarder, mais ça me marque pas plus qu'il faut. Mais c'est comme la petite tradition, c'est-à-dire, excusez, en passant, j'ai une blessure dans la bouche, fait que si je parle bizarrement, ben voilà, vous le saurez. Euh, ouais, fait que c'est ça, je suis allé le voir avec Christophe, on a notre tradition, on a vu le deuxième ensemble au cinéma, puis il me semble que j'avais vu le premier avec lui. Le premier, ça fait tellement longtemps que justement, je suis pas certain. Mais j'ai quand même bien aimé. Écoute, Avatar, je trouve que c'est des films au niveau scénaristique qui réinventent jamais la roue, qui font rien de spécial. Je ferai pas une review en profondeur, là, mais je dirais que je sais pas si c'est parce que mon écoute du 2 est trop loin, mais j'ai quand même eu l'impression que je suis sorti du 3 en ayant eu plus de fun. J'ai accroché sur plus d'éléments dans le scénario. Il y a des plot points qui m'ont interpellé plus que dans le 2. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de développement au niveau des personnages. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je suis très critique là, depuis des années, surtout à Hollywood. Les character arcs en anglais, les arcs de développement des personnages. Puis je trouvais qu'il y en avait des beaux sur plusieurs personnages là-dedans. Euh, Est-ce que l'histoire, tu sais, on s'entend, je vais rien spoiler, inquiétez-vous pas si vous l'avez pas vu, mais tu sais, si vous avez vu le 1 puis le 2, c'est c'est un peu la même chose dans le sens, il y a des différences, mais c'est relié aux humains qui détruisent la nature, qui détruisent les peuples où ils viennent conquérir. Là, il y a des gros problèmes familiaux à travers tout ça. Là, on essaie de protéger la nature, puis à la fin, il y a une grosse guerre avec une grosse bataille contre les humains. Tu sais, ça, c'est très similaire. Des fois, je me dis que à chaque fois que, tu sais, j'en ai parlé assez souvent, là, même que j'aimerais faire une vidéo là-dessus sur le sentiment d'imposteur. Peu importe ce que je fais, même quand on me dit que ce que j'ai fait c'était bon, j'ai toujours l'impression que c'est pas bon. Puis des fois, je regarde ça, puis j'aurais de la misère, je pense, à écrire des films de même. Pas parce que je serais incapable, sûrement que je serais capable, justement parce que je suis trop picky, puis je veux que ce soit différent, puis je veux que ça fasse du sens, puis je veux que ce soit unique. Et c'est pas nécessairement l'impression que j'ai eu avec Fire and Ash. Ceci dit, pour moi, ça a été un bon moment au cinéma. J'allais pas là avec des grosses attentes.
Il y a deux, trois petits éléments que tu te poses des questions, mais tu sais, c'est pas. Ça brise pas mon expérience du film. Donc, j'ai quand même bien aimé. Et ben, je vais ouvrir pour ceux qui regardent le stream en live ou ceux qui écouteront le podcast avec le visuel, soit sur YouTube ou sur Spotify. J'ouvre la télévision. Tu sais, on sait que Avatar 1, c'est le film qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps, suivi de vraiment près par Endgame. Et en troisième position, c'est Avatar The Way of Water. Ben, en ce moment, Avatar Fire and Ash, il est sorti en décembre. On est à 1,323 milliard worldwide, donc ça le place en 24e position. J'ai cru comprendre que bon, c'était une petite déception au niveau des studios de production, mais tu sais, selon moi, ça reste quand même un excellent chiffre, puis ils viennent de sortir, fait qu'il va continuer de monter. Mais reste que je pense pas qu'on va être au niveau du 1 et du 2. Par un app dans le chat qui dit ce que je me souviens du deuxième film, c'est que je le regardais avec une assiette de croquettes. C'est ça qui arrive, on se rappelle plus de l'environnement. Moi, je me rappelle la soirée que j'ai passée avec Christophe à Montréal. On est allé voir ça au IMAX. Je me rappelais pas grand chose du film à part que ça se passait avec le peuple aquatique, là. On s'est checké un petit recap du deuxième avant d'aller voir le troisième, là. Mais bon, je te le dis, c'est pas mauvais. Mais tu sais, comme en ce moment qu'il n'y a pas grand chose au cinéma, je pense que tu vas aller au cinéma, t'as le goût de voir un film, t'as vu les deux autres. Si t'as si t'as aimé les deux autres, tu vas aimer le troisième. Si t'as pas vraiment trippé ces deux autres, tu tripperas pas plus sur le troisième. Si t'as adoré les deux autres, là, à ce moment-là, je sais pas si lui va être où dans ta liste. Moi, je trouve qu'il fit avec les autres. C'est une trilogie qui se regarde bien. J'ai juste, comme je dis, je me répète, j'ai jamais compris. Ben, tu sais, je sais qu'il y a le côté visuel du film, mais j'ai jamais compris comment les deux premiers sont dans le top 3 des films les plus rentables de tous les temps. Je comprends pas. Moi, c'est pas des films que c'est des films que je suis content d'aller voir au cinéma. C'est pas nécessairement des films que j'ai envie de me retaper à plusieurs reprises. On n'est pas là dans mes goûts à moi, on n'est pas dans la sphère de Back to the Future qui est la trilogie que c'est les DVD que j'ai remis le plus souvent dans mon lecteur DVD puis dans mon PS3. On n'est pas là pour moi avec Avatar. Fait que, tu sais, des fois, j'arrive pas à comprendre ça, mais bon, après ça, je suis pas l'humanité en entier. Il faut pas toujours essayer de tout comprendre. Tous tes films comportent des croquettes? Non, dit Reaper dans le chat. C'est pas pour tous les films qui me laissent croquer. Bon. Euh, ben d'ailleurs, je vais en profiter, je vais passer de mes trucs à moi aux nouvelles. Je vais aller des nouvelles. Ben, une des nouvelles tout de suite. Qui m'étonne aussi. Comme je dis, j'arrive pas toujours à comprendre, mais on faut pas toujours chercher à comprendre. Zootopia 2, moi j'avais vu le 1, c'est un film d'animation. J'avais apprécié le 1 comme film d'animation, je trouvais que ça s'écoutait bien. Il faut comprendre que le 1 ne se retrouve pas dans la liste des 50 films les plus rentables de tous les temps, donc on dirait que ça l'ajoute à mon incompréhension. Mais Zootopia 2 a officiellement surpassé Inside Out 2 ainsi que Frozen 2. Donc, Zootopia est maintenant le film hollywoodien d'animation qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps. Il se classe en 9e position de tous les films. Et c'est le premier film d'animation d'Hollywood. Parce qu'il y a un autre film d'animation Naja que j'ai pas vu, qui est un film chinois d'animation qui est en 5e position. Ça nous montre comment le marché asiatique est peuplé. Parce que il y a plein de monde qui connaissent pas ça. Puis c'est quand même le 5e film le plus rentable de tous les temps. Mais Zootopia 2, avec 1,706 milliard est le 9e film le plus rentable de tous les temps présentement. Et le film d'animation d'Hollywood qui a fait le plus d'argent. Alors, tenez-vous là pour dit, hein? Des fois, on comprend pas. Tu sais, si le premier était pas loin en dessous, mais non, le premier n'est pas dans les 50, mais comme je vous dis, c'était quand même un bon film. Puis, ben là, je me rappelle plus, il est sorti quand. Mais tu sais, je sais que récemment, moi d'habitude, je suis tout le temps au cinéma, puis je regardais les films au cinéma récemment, puis il y avait pas grand-chose. Fait que, honnêtement, même moi, si j'avais eu à aller au cinéma en décembre, à un moment où il y avait pas grand-chose, peut-être que ça aurait été un film que je serais allé voir. Fait que, mais bon, 1,706 milliard, c'est de l'argent, c'est pas rien. Alors, voilà. Un autre film que j'ai vu au cinéma la semaine passée, moins gros que Avatar. Mais tu sais, je suis un petit peu tanné. Je fais toujours l'exercice. Quand je vais au cinéma, je regarde. Bon, premièrement, Avatar, c'est une suite. Puis tous les trailers qu'on a vus à part un, c'était tous des reboots, des remakes ou des suites.
Je trouve ça triste, là, puis ça, c'est de même dans toutes les industries, là. J'ai regardé justement une vidéo l'autre fois sur YouTube qui analysait la mort de la culture. En fait, ça analysait les chutes des empires. Puis ça faisait un parallèle avec justement comment en ce moment il n'y a plus de renouvellement culturel, ou presque plus. Puis bon, bref, on pourrait parler de ça longtemps. Ça s'imbriquait dans un concept plus large, mais c'est quand même là qu'on est. Donc, un film que j'ai vu, Is This Thing On? Un film réalisé par Bradley Cooper. Le screenplay par Bradley Cooper, Mark Chappell et Will Arnett. Will Arnett, qui est un acteur qui fait le personnage principal là-dedans, je vais y revenir. C'est inspiré de la vie d'un vrai humoriste qui s'appelle John Bishop, un humoriste britannique. Donc, c'est un petit drama, comédie dramatique musicale inspiré de... non, pas musical, ou enlever le musical, excusez. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pensais à Bradley Cooper puis A Star is Born, ça n'a pas rapport. Mais c'est inspiré de sa vie à lui. Donc, voilà. Bébel dans le chat qui dit « Tu vas donc bien au cinéma, toi? » Ben ouais, moi je vais au cinéma. Écoute, là, avec le temps des fêtes, puis considérant qu'il n'y avait pas tant de films, je suis allé moins souvent que d'habitude. Mais d'habitude, là... minimum une fois par mois, facilement 2 fois quand il y a des bons films, des fois 3, puis des fois à chaque semaine. Ça dépend un petit peu de qu'est-ce qu'il y a. Mais moi, je suis abonné au Cinéplex Ciné-Club. Si vous allez souvent au cinéma, honnêtement, ça vaut la peine. Il y a beaucoup d'abonnements qui valent pas la peine. Lui, pour moi, il vaut la peine. Je vous l'explique. C'est 9,99 plus taxes par mois. Donc, c'est le même prix qu'Amazon Prime. Donc, ça revient à 11,50 avec les taxes. À chaque mois, ça te donne une entrée pour aller voir un film. Si tu vas voir un film au VIP ou en 3D ou Ultra VX, whatever, tu sais, des films qui coûtent plus cher que le prix régulier, faut que tu payes la différence, mais ça te donne une entrée régulier par mois. Ça te donne 2 entrées supplémentaires à chaque film au prix du Ciné Club. Donc, mettons, je vais voir un film en régulier. Là. Moi, mon billet, il est gratuit, je l'ai payé, là, mais je veux dire, il est déjà... quand je le redeem, je l'ai. Puis le billet pour ma blonde, au lieu de coûter 13,50 plus taxes, whatever, il coûte 9,99 plus taxes. Donc je sauve sur son billet aussi. Et quand j'arrive au comptoir de bouffe, c'est 20% off sur la bouffe. Puis quand tu n'utilises pas ton billet du mois, tu le perds pas. Il s'additionne. Fait que le mois d'après, t'en as 2. Comme que là, quand je suis allé voir Avatar, j'ai pris les 2 billets pour moi et Christophe. Donc moi qui est souvent au cinéma, honnêtement, tu y vas une fois par mois, c'est rentable. C'est sûr, si tu vas au cinéma une fois ou 8 mois, c'est pas rentable. Tu y vas une fois par mois, t'as déjà sauvé. Parce que t'as déjà payé moins cher ton billet. Drette là. Puis en plus, si tu vas pogner de la bouffe, 20% de rabais. Pour moi, c'était cool avant. Cigogne en profitait pas mal aussi. Puis moi, en plus, mon compte de banque, je suis avec Scotia. Donc, ma carte de crédit, c'est la Visa Scène. Fait que j'accumule toujours des points. Puis je les utilise toujours au cinéma. Parce que moi, je me dis, tant qu'à accumuler des points pendant des années pour m'acheter une paire d'écouteurs dans 4 ans avec mes points de carte de crédit, je les utilise constamment au cinéma. Fait que quand, mettons, j'ai une balance à payer, là, je le paye avec mes points Scène. Fait que souvent, ça me coûte pas grand-chose aller au cinéma. Donc voilà. Alors, tout ça pour dire, je reviens avec ma petite review. Is This Thing On? Film réalisé, comme je dis, par Bradley Cooper, qui avait réalisé A Star is Born. Donc, je trouve que c'est un excellent réalisateur. Il y a un petit rôle, Bradley Cooper, là-dedans. C'est pas un gros rôle. Il joue un con un peu stoner perdu. Là. C'était quand même comique. Mais j'ai bien aimé ça. Long story short, ça l'explore, dans le fond, une relation de couple d'un couple... middle age, là. Un couple, je sais plus, peut-être fin quarantaine, début cinquantaine, qui sont en procédure de divorce. Et on voit, dans le fond, bon, attends, excusez, je me suis perdu dans ma tête, on recommence. Ça explore la relation de couple de ce couple-là qui ont des enfants, sont en procédure de divorce, et Will Arnett, l'acteur principal, qui est excellent dans ce rôle-là, un soir, il arrive il file moyen, il arrive en avant d'un bar, puis il y a un cover pour rentrer. Il veut pas payer le cover, puis le doorman, il dit, si tu t'inscris sur la liste, c'est une soirée open mic. Si tu t'inscris sur la liste, tu t'embarques sur scène faire du open mic, puis t'as pas besoin de payer le cover. Lui, il a jamais fait ça de sa vie, c'est un gars qui travaille en finance. Il s'inscrit pour pas payer le cover, il rentre, puis il va faire un premier numéro improvisé où est-ce qu'il parle justement de son divorce, puis
il se laisse aller là-dessus et il réalise qu'il aime ça. Donc, le film explore... Bon, le film, overall, ça l'explore vraiment la relation de couple de lui et sa femme, mais il y a quand même l'humour qui est un sideline dans le film qui est assez important. Donc, on voit comment il cope, comment il passe à travers cette épreuve-là, à travers sa découverte d'un nouveau hobby, d'une nouvelle passion qui est faire de l'humour. Donc, il fait de l'open mic une couple de fois, puis à un moment donné, il se met à écrire des numéros. Donc, c'était le côté exploration humoristique était super intéressant, mais c'est sûr que la viande du film, c'est vraiment leur relation et comment ils traversent le divorce. Mais ce que j'ai aimé, on va en venir, c'est là où j'essaie de dire 8 affaires en même temps tantôt, c'est que c'est pas ultra dramatique comme dans plein de films. C'est correct des films ultra dramatiques de temps en temps, mais j'aime des histoires des fois qui peuvent être réelles aussi. En plus, comme j'ai dit, c'est inspiré de la vie d'un gars pour qui c'est vraiment arrivé. Puis tu sais, lui puis sa femme, ils saillissent pas. Puis tu le vois, c'est pas comme il s'envoie chier puis il se lance des assiettes dessus puis ça va super mal. Ils se détestent pas, c'est juste que les deux ils se posent la question s'ils sont toujours heureux à l'intérieur de leur mariage. Et il y a quelque chose qui fonctionne plus. Mais ils sont pas en haine un envers l'autre, puis en tant que parents avec leurs enfants, ça reste relativement sain malgré tout. Donc là, lui, pendant une bonne majorité du film, il déménage dans un appartement, il est tout seul dans son appart. Sa femme est avec la maison, puis bon, ils ont les enfants une semaine sur deux. Mais j'ai vraiment aimé que le film nous prenne pas par la main comme bien des films où est-ce qu'on nous fait de la narration pour nous expliquer des choses. Là, c'est un film qui me donnait l'impression d'être vrai. J'ai l'impression de suivre des vraies personnes et non des personnages. On voit, on comprend ce qui se passe avec leurs émotions, avec leurs actions, avec leurs décisions. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on est à une époque où on dirait qu'il faut tout nous expliquer comme si on est tous des imbéciles qui comprennent pas ce qui se passe sur l'écran. Alors pour ça fait du bien. La réalisation de Bradley Cooper était vraiment très bonne. Donc j'ai pas rien de spécifique à dire là-dessus, mais rien de négatif non plus. Il est constant dans son talent. J'ai aussi en fait, je dois dire aussi, pour quelques personnes, il y a peut-être des petits moments qui pourraient être considérés comme des longueurs. Mais pour moi, ce ne sont pas des longueurs négatives. Des fois, il y a des longueurs. Tu sais, je trouve que des longueurs, ça peut être positif ou négatif. Puis là, c'est comme si vous avez vu le film Boyhood. Boyhood, c'est un film qui avait été filmé sur 12 ans, avec des enfants, puis une famille, puis Ethan Hawke, Patricia Arquette. Puis à chaque été, ils prenaient une couple de semaines pour filmer le film pendant 12 ans. Alors, dans le film, tu vois vraiment la famille vieillir sur 12 ans. C'est quand même fou, mais c'est un concept que j'avais bien aimé. Et les kids qui sont jeunes au début du film, ben à la fin du film, ils ont vraiment 19 ans. C'est 12 ans plus tard, fait que c'est vraiment spécial. Puis des fois, dans ce film-là, il y a des longueurs, mais c'est des longueurs qui te laissent apprécier la réalité de la vie. Tu traverses avec eux des moments qu'ils vivent dans leur quotidien. Puis pour certaines personnes, c'est des longueurs parce que eux autres, ça leur prend de l'action, il faut que ça roule, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe tout le temps. Moi, j'aime ça des fois un film qui me laisse respirer, qui me laisse analyser la vie comme elle est. Dans la vie, des fois, il y a des longueurs, des fois, il y a des silences. Donc, si c'est bien fait, ça peut être intéressant. Il y en avait dans Is This Thing On. Pas une quantité phénoménale, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. C'était des moments qui te laissaient analyser comment que le personnage de Will Arnett se sent. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, sans rien spoiler, j'ai beaucoup aimé que la fin n'est pas ultra dramatique. Moi, je m'attendais, honnêtement, à une fin que tout pète. C'est tout le temps ça à cette heure dans les films. C'est ultra dramatique. Puis là, il y en a un qui veut y rester dans la déchéance. Puis l'autre veut plus que l'autre voit ses enfants. Tout ça. Puis sans vous dire qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas une fin ultra dramatique à n'en plus finir. Donc, j'ai trouvé que c'était un film qui était très humain, qui était très groundé dans la réalité. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour terminer mon ouverture dans cette conclusion, ben, je dois dire que j'ai pas envie de faire de l'humour j'ai pas envie d'avoir une carrière d'humoriste, tabarnak, c'est le matin. Je suis désolé. C'est le matin, puis comme toujours, j'ai pas bien dormi. Mais j'ai toujours eu sur ma bucket list juste pour le challenge, d'aller faire de l'open mic, au moins une fois. J'ai écouté assez de sous-écoutes puis de podcasts avec Mike Ward pour savoir que c'est pas parce que t'es drôle dans la vie de tous les jours que tu vas être drôle sur un stage à faire des jokes. Je considère que je suis quelqu'un qui aime ça déconner. Quand j'étais avec de la famille, des amis, j'aime ça de manière spontanée dire des niaiseries par rapport à ce qui se passe puis faire rire le monde. Mais
j'ai jamais pris le temps de m'asseoir pour écrire des jokes. Je sais que c'est pas du tout la même chose. Donc, j'aimerais ça peut-être juste pour le défi, un jour, aller faire de l'open mic. Puis ce film-là, ben, ça me refait penser à ça. Alors voilà, peut-être que ce sera quelque chose qui sera fait un jour. Donc, Is This Thing On? Un bon petit film si vous aimez les petits drames, comédies dramatiques de même. Quand ça sera en streaming à un moment donné, ça peut peut-être être intéressant. Très rapidement aussi, j'ai commencé la série Les Chillionnaires. C'est une série documentaire sur un groupe de 6 Québécois qui vivent ensemble. Ils ont 8 entreprises ensemble. Ils ont un compte commun bancaire ensemble. Ils vivent dans la même maison. Donc, bref, j'irai pas en détail, là, puis je commencerai pas à partager toutes mes opinions là-dessus. Il y a des choses comme le compte commun que moi, ça serait un gros non catégorique. Mais il y a des choses que je trouve intéressantes dans le lifestyle qu'ils ont. C'est une série documentaire qui passe présentement à la télé. Donc, tous les épisodes ne sont pas encore sortis sur demande. Mais si vous avez Téléfib, je pense que c'est TV Uni TV sur demande. En tout cas, googlez les Chillionnaires, là, dépendamment de ce que vous avez comme plateforme de streaming. Moi, je l'écoute sur Bell Téléfib sur demande. J'ai vu les 2 premiers épisodes. C'est super intéressant. Au début, j'étais comme, bah, ça va être un peu cave, puis c'est juste des stoners qui chill. Puis non, pas vraiment ça. Tu sais, oui, ils chill de temps en temps, mais c'est quand même des gars qui carburent au projet. Donc ça me rejoint. Je suis un gars qui carbure au projet. J'ai besoin de projet pour me lever le matin, puis me sentir heureux. Quand j'ai pas de projet, je fais juste aller travailler, dodo, manger, je deviens dépressif. Donc c'est des gars qui ont toujours des projets. Ils ont des lacunes, mais ils ont des forces aussi. Le fait d'être plusieurs, ça leur a permis justement d'acheter une maison dans un coin de riches à Laval. Ben, un quartier spécifique de Laval, mais ils disent on est les plus pauvres des riches. Puis, mais c'est une maison qui était... comment t'appelles ça? J'ai un blanc, là, mais... sans garantie légale, puis elle avait besoin d'être rénovée, mais ils n'ont pas le droit, selon les règles de la ville, de la démolir. Fait qu'ils ils l'ont toute rénovée. J'ai hâte de voir le résultat final. Je suis pas rendu là dans les épisodes. Mais c'est juste pour dire, je trouvais ça cocasse. 6 gars qui ont des business ensemble, qui ont un mode de vie différent. Je dis pas que c'est ce mode de vie-là que je ferais, mais pour ceux qui me suivent un peu à travers tous les réseaux, YouTube, quand j'en parle sur Twitch et tout ça, je suis en train d'essayer un autre mode de vie. Peut-être pas aussi drastique que le leur, mais j'ai toujours travaillé temps plein avec des bons salaires. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de travailler un peu moins, faire un peu moins d'argent, mais pouvoir consacrer un petit peu plus de temps à mes projets. Puis pour l'instant, je suis heureux là-dedans, mais ça fait pas super longtemps non plus. Mais j'aime mon emploi à la bibliothèque temps partiel et je vois vraiment un potentiel avec ce que je veux faire sur YouTube. Donc bref, anyway. C'est juste pour dire qu'il y a une portion de cette gang-là qui m'a rejoint. Il y en a d'autres que moi, ça serait un nom catégorique. Donc les Chillionnaires, j'ai vraiment été surpris. Ça m'intéressait, j'étais curieux au début, mais je le dis, pour avoir écouté les 2 premiers épisodes, c'est étonnamment très bon, puis les gars sont quand même allumés. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des défauts à travailler, puis qu'ils font tout à la perfection avec leur business. Mais sincèrement, ils entreprennent quand même des gros projets, puis c'est impressionnant. Donc, les Chillionnaires. Parfait. Donc, écoute, dans les nouvelles, on revient aux nouvelles. Moi, c'est une série, j'ai juste vu le premier, mais 28 Years Later de Bone Temple a ouvert son premier week-end avec 31 millions worldwide, donc ce qui est quand même pas mauvais, mais qui le garde derrière Avatar. Avatar conserve la première place pour une 5e semaine consécutive. Je ne l'ai pas vu, comme je dis, j'ai juste vu le premier de cette franchise-là, mais j'ai cru comprendre avec quelques reviews que les gens ont été étonnés. Donc si c'est une franchise que vous aimez, allez vous renseigner si ça vous tente, mais je vous parle pas d'expérience personnelle, mais j'ai juste entendu beaucoup de gens quand même dire qu'ils étaient positivement surpris de ce film-là dans cette franchise-là. Donc voilà, donc 28 Years Later. Ensuite, comme j'avais pas une tonne de choses, je vous ai préparé une petite liste des films que j'attends en 2026. Puis s'il y en a que vous attendez dans le chat, ceux qui sont là en direct, ben, je vous invite à les partager. Puis ceux qui écoutent en rediffusion, ben, n'hésitez pas dans les commentaires sur Spotify. En passant, parenthèse, autoplug encore une fois, mais si vous écoutez en audio, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas, si vous aimez le podcast bien sûr, à laisser une petite review de 5 étoiles, ça peut toujours aider. Puis dans les commentaires, on n'est pas porté à laisser des commentaires sur Spotify, mais il y a une section Spotify, donc n'hésitez pas à me laisser savoir quel film vous attendez en 2026. Si c'est sur YouTube que vous le regardez, ben même chose. Donc voilà, j'y vais. Il n'y a pas d'ordre, j'ai pas fait un ordre que celui-là, je l'attends avant celui-là. Mais, puis
faut garder en tête que dans les films qu'on attend en 2026, souvent il y en a qui vont être des déceptions. Et souvent il y a des films qui sont même pas sur mon radar en ce moment, que je vais découvrir dans 6 mois, puis que ça va être un de mes films préférés de l'année. Donc on s'entend, faut garder ça en tête. Là, c'est sûr, c'est ça qui est plate, puis qui est ironique. Je suis un petit peu tanné des suites, puis des remakes, puis des reboots, puis du manque d'originalité. Mais en même temps, il y a quasiment juste ça. Puis veux pas, quand t'aimes une franchise, ben c'est facile d'être excité pour un film dans cette franchise-là. Donc bref, maintenant que c'est pas vraiment un mea culpa, mais bref, maintenant que j'ai fait ce petit warning-là. Un que j'ai parlé à de nombreuses reprises, bien sûr, c'est en anglais Project Hail Mary, ou en français Projet Dernière Chance. Dans le premier épisode de ce podcast-ci, j'ai fait une review, pas une review, mais j'ai parlé du livre que j'ai lu. Et je disais justement qu'en mars, il y a une adaptation du livre qui sort avec Ryan Gosling, réalisé par les réalisateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc ça, c'est un des films que j'attends le plus, puis c'est dans 2 mois, fait que ça va être très intéressant. Donc Project Hail Mary, très rapidement, qui est l'histoire d'un scientifique qui se retrouve dans l'espace pour une mission, étant donné que notre étoile, notre soleil est en train de mourir et que la plupart des étoiles avoisinantes sont en train de mourir, sauf un, Tau Ceti. Ils comprennent pas pourquoi il y a juste cette étoile-là qui semble survivre, donc ils partent en mission pour essayer d'aller comprendre pourquoi cette étoile-là survit avec l'espoir de sauver notre étoile, donc l'humanité en entier. Alors voilà, c'est le synopsis du film. Donc je veux pas trop m'attarder sur chaque trop longtemps parce que sinon ça va prendre une éternité. Mais Project Hail Mary que j'attends beaucoup. Un que, bon, je peux pas dire que j'attends beaucoup, mais que je suis quand même curieux. J'ai apprécié le premier, puis veux pas, ben c'est toujours intéressant. Super Mario Galaxy. Donc le film, le deuxième film de l'univers de Mario Bros qui s'en vient avec l'univers basé, j'imagine, sur le jeu. Je sais pas à quel point c'est basé, quels éléments ils ont pris, ils ont pas pris. Je suis pas le plus grand geek de l'univers de Mario, là, je connais pas tout, mais je connais le jeu Super Mario Galaxy. Donc voilà, quand même très curieux. Pas une tonne de choses à dire là-dessus, mais c'est un film que quand ça va sortir, je risque d'aller le voir fort probablement. Un film, j'aime bien les biopics musicaux. Je sais pas pour vous. Je sais pas lesquels que vous avez appréciés ou pas appréciés. C'est rare que je les aime pas beaucoup. Étonnamment, tristement, Bob Marley, c'est celui, ben One Love, là, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je l'ai pas haï, mais je l'ai moins aimé. Mais Rocketman, je l'ai adoré. Bohemian Rhapsody, je l'ai aimé. Puis il y en a plein dans le passé. Là, parce que j'essaie de penser aux films récents. J'aime beaucoup les biopics musicaux. Et il y en a un qui s'en vient. Lui, il a passé complètement sous mon radar. Mais j'ai toujours aimé la musique de Michael Jackson. Je suis pas nécessairement que c'est ma musique préférée, mais il y a un côté nostalgique pour moi aussi. Je me rappelle, j'ai découvert la musique de Michael Jackson dans le temps où je découvrais mon amour pour la franchise Back to the Future. Puis dans Back to the Future, si je me rappelle bien, dans le 2, quand il arrive dans le café, t'as des trucs rétro qui jouent, puis t'as justement, je sais plus si c'est Beat It de Michael Jackson qui joue. Mais bref. Puis là, mon père m'avait acheté un DVD des vidéoclips de Michael Jackson dans le temps. Puis écoute là, on remonte à loin. Là. Quand YouTube a commencé, dans les premières années de YouTube, quand tu pouvais faire des vidéos reply aux autres. Anyway, on peut se perdre longtemps. Là, à chaque fois que je parle de ça, les gens ils ont oublié. Moi, je suis sur YouTube depuis le jour 1. Et jour 1, façon de parler, mais l'année 1, mettons. Et j'y suis toujours ultra présent, même plus que jamais. Je serais très triste que YouTube meure. Et que ce soit remplacé par quelque chose d'autre de merdique à la TikTok, mais pour l'instant, je pense que c'est pas prévu que ça meure. Pour moi, c'est la meilleure plateforme de consommation de vidéos. Mais bref, sur YouTube, j'allais découvrir les vidéoclips de Michael Jackson aussi, puis j'ai toujours aimé un peu ça. J'ai toujours été fasciné par le personnage et tous les côtés étranges et les affaires fucked up qui l'entourent aussi, là, pour le meilleur et pour le pire. Donc, le film Michael, tout simplement. Qui est le biopic de Michael Jackson. Et Michael est interprété par son neveu, Jafar Jackson. Donc voilà, j'adore les biopics, surtout quand c'est de la musique que j'aime ou des artistes que j'aime. Là, c'est plus la musique que l'artiste, je dirais. Mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier que ce gars-là a une vie assez intense et fucked up. Donc très curieux de voir ce biopic-là. Ensuite, bien sûr, pas le choix de le mettre, même si je reste prudent dans mes attentes. Très, très, très prudent. J'aurais dû m'ouvrir les pages avant d'en parler. Fait que là, j'essaie d'en parler pendant que j'ouvre les pages. Mais de Mandalorian and Grogu.
Les trailers ont commencé à sortir dans les dernières semaines. Je reste prudent parce que c'est Disney, c'est Star Wars, puis mon Dieu, que je suis pas excité. Tu sais, je vous ai dit, c'est une liste de films que j'attends. Je reste prudent. Les combats avec Mando en général sont cool, donc j'espère que les combats vont être cool dans le film. Grogu, je l'aime bien, mais je commence à être un peu tannant en même temps, là. Le petit côté cute qui marionnette, ça serait le fun. Là, j'espère que c'est dans ce film-là. Là, il y a l'air de faire un peu plus de choses dans le film quand on regarde la bande-annonce. C'est le fun qu'il fasse de quoi, tu sais. À un moment donné, je comprends que son espèce, ils vivent longtemps, comme Yoda qui avait 800-900 ans. Donc, lui, Grogu, il a 50 quelques années, puis il a de l'air encore d'un bébé, mais ça, je comprends qu'il vende des jouets aussi. C'est parce qu'à un moment donné, ce serait le fun qu'il vieillisse un peu, qu'il commence à parler un peu plus, puis que ça soit un personnage et non juste une machine à vendre des toutous, tu sais. Je l'aime bien, Grogu, mais mettons que la ligne commence à être mince, je commence à être un petit peu tanné du fait qu'il sert à pas grand-chose. Alors, bref, à voir. Mais bien sûr, Mandalorian et Grogu sur ma liste. Ensuite, pas le choix. Même si j'haïs les. Je suis un petit peu tanné du manque d'originalité, mais ça, j'ai pas le choix. C'est. Tu sais, il y en a que leurs classiques Disney, Pixar, whatever, ça va être des films de princesse. Il y en a que c'est Le Roi Lion. Moi, c'est Toy Story. Ouais, je veux dire, bon, vous qui écoutez le podcast, vous l'avez pas vu, mais quand j'ai commencé le stream avant de commencer le podcast, j'ai montré une conception d'une manette Xbox de Buzz Lightyear. Donc, Toy Story 5. Ce qui me déçoit un peu de ça, c'est que j'ai versé une petite larme à la fin du 4. Moi, je m'en gêne pas. Je m'en cache pas, je veux dire. Ma blonde me niaise avec ça. Encore là, elle me niaise avec ça, mais ils vont pleurer dans des réalités shows de drama entre filles. On pleure chacun pour nos raisons. Mais moi, en fait, ce qui me touche dans les films, pas juste en animation, c'est des relations solides qui sont détruites, brisées ou terminées, soit à cause de la mort, soit à cause de la distance, peu importe. Quand une relation père-fille, deux bons amis, peu importe, je trouve que c'est touchant. Et à la fin de Toy Story 4, ben, spoiler alert, là, mais Buzz et Woody, leur chemin se sépare, ils s'en vont pas du tout à la même place. Fait que là, j'étais triste, j'étais comme, waouh, une amitié de 25 ans qui est terminée. Et là, paf, ils sont revenus ensemble. Fait que finalement, j'ai pleuré pour rien. Mais Toy Story 5 est bien sûr sur ma liste de films que j'irai voir parce que c'est mon dessin animé d'enfance. Donc, j'ai toujours adoré l'univers de Toy Story, l'univers des jouets. Je suis un collectionneur, donc déjà là, il y a une consistance, il y a une constance dans ce que je fais, une cohérence. Je suis désolé, hein, j'écris mieux que je parle, je le promets. Ok. Autre film. Ça, si vous êtes un amoureux de cinéma et que vous aimez Nolan, ça peut pas ne pas être sur votre liste en 2025. The Odyssey. Moi, il faut dire que l'Odyssée, j'ai toujours. Quand j'ai découvert l'Antiquité en secondaire 1 puis secondaire 2, et qu'en histoire et en français beaucoup, on lisait les histoires d'Homère. J'ai adoré ces histoires-là. L'Odyssée, c'est fascinant. Là, c'est sûr, c'est du Nolan, donc faut pas s'attendre à de l'exactitude historique. Je pense que ça va être largement inspiré de, tu sais. On le voit déjà juste avec les armures qui n'ont pas l'air d'être euh, qui ont pas l'air d'être juste au niveau je m'excuse, j'ai toujours les termes en tête, là, history accurate, mais les termes anglophones. Mais bref, ça reste que c'est du Nolan. Déjà là, je suis vendu. À l'époque de l'Odyssée, déjà là, je suis vendu. Avec un casting très intéressant, notamment Matt Damon. Matt Damon! Bon, petite référence pour ceux qui appognent. Mais, tu sais, si on va voir le cast. Puis allez voir la bande-annonce si vous n'avez pas vu ça. Ce film-là doit être sur votre liste. Tac, tac, tac. C'est qui déjà le cast? Je me rappelle plus des autres, là. Je me rappelle juste que j'avais fait Ah, ça a l'air bien. Oups, j'ai-tu cliqué sur le mauvais? Oui, j'ai cliqué sur Ask. Je suis désolé pour ceux qui écoutent en audio. Je suis en train de chercher sur Brave et j'ai pas cliqué sur la bonne chose. Bon. Ah oui, c'est ça. Il y a Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Matt Damon. Il me semble qu'il y en a d'autres, là. À chaque fois que je fais Seymour, il se passe rien. Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, John Bernthal. J'ai toujours de la misère avec son nom de famille, mais d'ailleurs, on va y revenir, lui, parce que j'ai un autre film en fait, qui rejoint Tom Holland et John Bernthal.
Voilà, John Leguizamo, qu'on adore, qui faisait Luigi dans le film de Mario Bros des années 80, puis qui était dans John Wick, puis bref, un acteur que j'aime beaucoup. Alors bref, The Odyssey, allez voir la bande-annonce de ça, je l'attends bien. Ensuite, ben en fait, c'était mon prochain, donc pas le choix, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Spider-Man Brand New Day. Donc Spider-Man, il faut dire que No Way Home, même si ça a ses lacunes, je l'ai quand même adoré. Oui, il y avait beaucoup de fanservice, mais au moins, contrairement à Star Wars, c'était du fanservice qui était bien fait, selon moi. Et c'est surtout que Spider-Man No Way Home est sorti à un moment du MCU où tous les films étaient à chier. Donc, bien sûr, j'ai hâte à Brand New Day. En plus, c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir Daredevil avec Charlie Cox, donc le même Daredevil que les séries, qui va être dans le film. Il va y avoir le Punisher de John Bernthal, qu'on vient de voir, qui va être dans le film. Et ce serait, selon ce qu'on sait, la première apparition de Sadie Sink. Donc, Sadie Sink qui est Max dans Stranger Things, pour ceux qui ont écouté la série, qui va apparaître, qui rentre dans le MCU en tant que Jean Grey. Donc la mutante dans les X-Men. Alors, le cast est intéressant. J'espère que c'est bien écrit. J'ai même pas regardé c'était qui le réalisateur, mais bref, c'est un film bien sûr que j'attends, qui est sur ma liste. Encore une fois, on est dans les suites. Esti, on s'en sauve pas, mais bon. Meet the Parents 4. En fait, il s'appelle Fucker in Law. Donc, si vous aimez la franchise de Meet the Parents, qui commence à être vieille quand même, mais avec Robert De Niro puis Ben Stiller, entre autres, c'est une comédie que j'ai toujours bien aimée. Ben, on a le quatrième qui s'en vient. J'ai pas trop lu l'histoire, je sais pas ça va être quoi, mais ça s'en vient. On va terminer avec l'avant. Ben, on va pas terminer en fait. L'avant-dernier. Celui-là, je suis pas nécessairement excité, mais tu sais, comme je suis dans une vibe de retour à la littérature fantastique et que les chroniques de Narnia, c'est les gens semblent oublier, là, mais c'est une série de livres qui est très vieille. Donc, je suis quand même excité parce que il y a. Je pense que ça va être une série. Je suis pas sûr si c'est un film ou une série, là, j'ai oublié de regarder, mais Narnia, The Magician's Nephew, qui va sortir. Donc, une nouvelle take sur Narnia, réalisée par Greta Gerwig, qui est la fille qui a fait Barbie. Donc, peu importe que vous aimez ou que vous aimez pas Barbie, la réalisation de Barbie était selon moi très bonne. Alors voilà, Narnia, je suis quand même curieux de voir. Et puis, deux derniers, en fait, j'ai dit l'avant-dernier, mais bien sûr, Dune Part 3. Ça, c'est un peu comme Avatar. Peut-être, j'aime un petit peu plus Dune qu'Avatar, mais c'est juste un film que je suis content d'aller voir, mais je suis pas excité. Ceci dit, c'est la troisième réalisation de Denis Villeneuve, donc j'adore encourager nos artistes québécois. La réalisation de Dune est toujours bonne, la trame sonore est toujours bonne, puis le film en général est quand même bien. Moi, je n'ai pas lu les Dune, donc je ne suis pas un puriste qui dit «Ah, c'est pas comme dans les livres», fait que je le sais pas, mais les films, je trouve qu'ils s'écoutent quand même bien. Et le dernier, bien sûr, ben, vous serez pas surpris si vous... 2 plus 2 égale 4. Même si ça, c'est celui dans ma liste où je reste le plus prudent et que je laisse mes attentes sur le plancher à côté de ma bouffe de chat. Avenger Doomsday. Il y a plein de red flags pour ce film-là, mais il y a aussi quelques points intéressants. On se pose tous la question de comment ça va être écrit autour de Robert Downey Jr. qui revient en Doctor Doom. Donc ça, c'est le côté qui inquiète un peu les gens. Ça peut être très bien fait, mais ça peut être très mal fait aussi. Steve Rogers qui revient, ça peut être intéressant, mais le teaser était pas super excitant. Mes deux teasers préférés pour Doomsday, c'est le teaser de Thor, qui semble se détacher de toute part du Thor de Thor Love and Thunder, qui était une aberration de cinéma. Ce film-là est dégueulasse. Je comprends pas qu'on ait laissé le feu vert à Taika Waititi pour faire tout ça. C'est un bon réalisateur, mais Colin qui est... Laissez-y plus un stylo puis du papier pour écrire des films de même. Donc, on voit un Thor dans le teaser qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature, qui me fait penser au Thor qu'on voyait dans Infinity War. Moi, le Thor d'Infinity War, pour moi, c'était comme yes. On a vu un Thor immature, on a vu un Thor dans Ragnarok qui est un peu olé olé puis qui commence à devenir puissant. Et là, on voit un Thor qui devient mature, qui prend ses responsabilités puis qui veut sauver le monde. Pour après ça, il redevient une joke.
Donc là, on le voit qui devient sérieux, qui veut protéger sa petite fille. Donc ça peut être très intéressant si c'est bien je voulais dire exploré et exploité en même temps. Et bien sûr, dans les teasers des X-Men, bon, Patrick Stewart puis Sir Ian McKellen, ça va être cool, mais regarde, ils ont ramené Patrick Stewart dans Doctor Strange euh, euh, Multiverse of Madness, puis ils ont rien fait avec, puis ils l'ont tué en 4 secondes comme si c'était un imbécile, fait que je reste prudent avec ça. Mais j'avoue que de voir Cyclops, là, j'ai vu une vidéo l'autre fois, un gars qui analyse beaucoup les personnages de comics, puis il disait les gens pensent que Cyclops il est pas si fort que ça, mais quand il se laisse aller là, à fond avec son laser, la quantité de personnages ultra puissants qu'on pense invincibles que Cyclops a vaincu dans les comics, c'est hallucinant. Et on le voit très bien, là, si j'écris Cyclops, là. Juste en plus il nous ramène. Je connais son nom d'habitude, j'ai un blanc. Mon Dieu, ici James Marsden. Il nous ramène James Marsden en Cyclops, ça je suis partant. Et juste cette scène-là, qui semble se laisser aller au plus haut point avec le suit officiel de Cyclops, c'est cool. Mais encore là, je reste prudent parce que Disney sont bons pour nous exciter avec ce qu'on veut voir. Puis après ça, t'arrives dans le film, puis finalement, c'est ça qui est con quand ils font ça. Ils savent ce que tu veux voir. Parce qu'ils te le mettent dans les teasers puis dans les photos. Ils savent comment tu vas être excité. Donc, ils savent que c'est ça qu'on veut voir. Puis là, t'arrives, puis dans le film, finalement, c'est pas ça. Tu sais, comme, mettons si Thor dans Avenger Doomsday, il devient encore un clown, puis il fait. Tu sais, c'est correct des petits gags de temps en temps, mais que c'est littéralement un show de comédie comme dans Love and Thunder. Ben, c'est là que je vais me poser la question, mais êtes-vous retardé? Vous avez compris avec le teaser qu'on veut revoir un Thor qui a gagné en maturité puis en expérience puis qui est capable d'être sérieux. Vous nous l'avez montré dans le teaser, donc vous comprenez que c'est ça qu'on veut voir. Après ça, finalement, nous le remettre comme une joke dans le film. Fait que, en tout cas, si Disney sont capables de faire n'importe quoi. Mais bref, voilà. Alors, j'attends quand même bien Avenger Doomsday, tout en restant prudent, ce que je vous invite à faire. Ça fait le tour, mesdames et messieurs, pour les films, le cinéma. J'ai mis un peu plus de stock dedans pour compenser, puisque comme les romans, j'ai pas grand chose, contrairement aux autres semaines. Les romans, j'ai même pas fait de chronique. Tu sais, la semaine passée, j'ai fait une chronique sur ma série jeunesse préférée. J'aurais pu faire une chronique cette semaine. J'en ferai une la semaine prochaine. Donc, tout ce que je vous dirais, c'est que ça commence à être un peu fucked up dans le club M. J'ai pas fini encore. J'ai eu beaucoup moins de temps que j'aurais voulu pour lire. Je me suis pas forcé à lire beaucoup non plus. Donc, voilà. Mais j'avais une petite nouvelle intéressante. Comme je travaille dans une bibliothèque, donc bon, je suis pas à la bibliothèque de Montréal, mais la bibliothèque publique de Calgary, je vais juste boire une gorgée de café avant d'aller avec la nouvelle. Bibliothèque publique de Calgary a sorti ses chiffres officiels de 2025. Et ils ont les chiffres records de prêts, donc de publications de titres en circulation depuis qui accumule les stats. Avec 17,5 millions de titres en circulation dans l'année. Donc là, l'article, c'est un article quand même complet qui explique l'importance de fournir des services d'accès à la bibliothèque et de les améliorer. Puis bon, il parle de plus. Il compare les titres physiques, les livres, avec les titres numériques. Donc ceux qui lisent avec des liseuses, par exemple, des choses comme ça. Mais je trouvais ça juste intéressant. Parce que d'un, bon, la bibliothèque, les photos de la bibliothèque de Calgary, ça a l'air quand même très nice, là. Mais moi qui travaille dans une bibliothèque, je trouve ça intéressant parce que j'ai cru comprendre qu'à la bibliothèque où je travaille de Saint-Constant, ben, c'est aussi la même chose. Tout est en hausse. C'est sûr que Saint-Constant est une ville en expansion, il y a de plus en plus de gens, donc c'est normal. Mais on m'a dit qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qu'il y en avait, mettons, il y a 2, 3, 4 ans. Pour vous donner une idée, à Saint-Constant, on a en moyenne entre 3 et 400 personnes par jour qui viennent à la bibliothèque. Je ne sais pas combien de titres en circulation, je n'ai pas cette donnée-là, mais je trouvais ça juste intéressant. Moi, j'invite les gens à retourner découvrir leur bibliothèque, surtout si vous avez la chance d'en avoir une belle. Moi, je trouve que notre bibliothèque à Saint-Constant est très belle. Il y a des villes, des fois, qui est peut-être moins entretenues. Mais tu sais, si vous avez envie de vous remettre à la lecture, oui, c'est le fun de collectionner. Je dis pas que moi, je vais que lire des livres empruntés. Mais s'il y a des livres que j'aimerais lire qui sont pas à la bibliothèque, j'en ai quelques-uns déjà dans ma liste, je risque de les acheter.
Mais il y a des fois, il y a des séries de livres, je vais pouvoir les lire sans m'acheter la série de 20 livres au complet. Même si je suis un collectionneur, ben, ça coûte des sous, puis aussi je manque de place. Donc, je trouve ça intéressant de savoir que les bibliothèques gagnent en popularité à un moment où on est beaucoup dans le numérique. Ben, il faut dire aussi, il expliquait que le digital est en augmentation de beaucoup, là. Donc, je veux pas juste cracher sur le numérique parce qu'il est en partie responsable de la hausse. Mais quand même, c'est intéressant de savoir que c'est en augmentation. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes sites de nouvelles littéraires. Puis il n'y avait pas grand-chose. C'est beaucoup de reviews de nouveaux livres, mais le but dans le podcast, c'est pas de vous faire des reviews de reviews, là. Donc ça va être ça pour aujourd'hui pour les romans. C'est pas une grosse chronique, mais je voulais juste partager cette information-là. Puis je vous reparlerai un peu plus de livres la semaine prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que ce serait le fun d'avoir un co-animateur qui peut aussi amener son grain de sel. Et c'est pour ça que je vous invite à laisser des commentaires YouTube, Spotify, venez dans le Discord du Fringe Channel, il y a une section pour les livres. Le Discord est encore tranquille, mais laissez-vous pas intimider par ça. Si personne écrit en se disant que c'est tranquille, personne ne va jamais écrire. Moi, si vous écrivez, je vais vous répondre. Puis si vous partagez des choses, ben, je vais pouvoir en parler dans le podcast. Donc, Fringe Channel un peu partout. Puis le podcast sur YouTube, c'est le Fringe Show. Et bien sûr, le lien pour le channel Discord va toujours être dans les descriptions du podcast. Jeu de société. Bon, j'ai pas joué à grand chose de nouveau. Je voulais me faire une partie solo de Welcome to the Moon. J'ai pas eu le temps. Parce qu'il faut dire que je suis aussi en redécoration un peu de mon bureau. J'ai presque fini. Mais ceux qui ont déjà vu le bureau savent que j'avais plein de Megazords dans mes étagères. Salut Nels qui se manifeste dans le chat. Bonjour à toi mon cher, bienvenue sur le Fringe Show. J'espère que tu vas bien. Donc, j'avais des Megazords, j'avais des figurines dans ma vitrine. J'ai enlevé tous mes Megazords. Ne vous inquiétez pas, je les vends pas, ils sont dans les boîtes. Quand je vais déménager dans un endroit plus gros, ça risque de ressortir. J'ai remis dans les boîtes la bonne majorité des figurines. J'ai gardé 2 tablettes. Mon but, c'est pas que ce soit plus geek du tout, c'est que ça soit une meilleure balance de qui je suis. Puis, mon côté geek, très peu de figurines, très peu de jouets, très peu de films, c'est pas juste ma personnalité. Donc, il y a quand même 2 tablettes qui sont encore geek avec des objets de collection. Mais sinon, ma deuxième tablette, c'est mes stylos plumes, un carnet, 3 artefacts de mes arrière- et arrière-arrière-grands-pères. Donc, une montre de poche, une longue vue et un petit couteau, des montres et puis des bouteilles d'encre, des bouteilles de parfum. Donc, bref, ça pour dire que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et puis j'ai eu de la visite, j'ai fait des choses avec ma blonde, j'ai travaillé, donc j'ai pas autant joué que j'aurais voulu. Donc j'ai joué 2 autres parties de tag team pour le faire découvrir à mon ami Christophe. Il a bien aimé ça. Je l'ai démoli, dit-il avec aucune humilité. Mais il y a une bonne portion de chance aussi dans tag team. J'ai dit, il y a un peu de stratégie, un peu de chance, un peu de prise de risque. Donc voilà, les 2 parties que j'ai faites cette semaine, j'ai pas beaucoup joué. Et j'ai pris quand même quelques résolutions au niveau des jeux de société. Premièrement, je vais assister à quelques soirées de jeux que le gars des jeux du Family Prix de Saint-Constant organise. Donc celui dont j'en ai parlé dans le premier épisode du podcast. Je vous invite à aller le voir. Mais il fait des soirées de jeux à chaque semaine. Et ça recommence en février. Et tu découvres des nouveaux jeux que tu n'aurais pas découvert sans ça. Tu rencontres des gens, tu joues. Et c'est 7$ pour rentrer. Puis il fait tirer un jeu à chaque soirée. Donc j'aimerais ça, je pourrais pas participer à chaque, là, mais de temps en temps participer pour découvrir des jeux et qui sait peut-être gagner des jeux. J'aimerais ça essayer plus de party games. Je ne veux pas que des party games, les jeux experts m'intéressent, mais les jeux experts sont plus longs à apprendre, à comprendre et à jouer. Les party games, c'est toujours intéressant, puis c'est parce que même les gens qui aiment pas jouer, je l'ai vécu à Noël. On a sorti des jeux musicaux, là, Grab the Mic par exemple, que mon oncle avait amené. Puis les gens, ah non, moi je veux pas jouer, moi les jeux, là, tu sais, il y a toujours quelqu'un de même, ah non, moi les jeux. Puis là, ils sont là, puis ils regardent, là, puis ils veulent pas jouer, mais ils jouent quand même. Ah, ça c'est, ok, telle chanson. On les inclut, on leur dit pas, hey, tu voulais pas jouer, parce que sinon tu vas repousser les gens. Ah, pour quelqu'un qui voulait pas jouer, je trouve que tu participes pas mal. Et avec les beaux-parents, donc les parents à ma blonde, je trouve que c'est toujours le fun. On s'était fait une soirée game night entre Noël et le jour de l'an. Là, sa mère est en vacances, mais on veut se faire ça plus souvent. Donc, les party games, c'est quand même facile à découvrir avec des gens peut-être un peu moins gamers. Ses parents sont quand même un peu gamers, mais à la base, ils ont toujours été un peu plus sur des jeux de cartes.
Joker Rummy, des choses comme ça. Puis là, on leur fait découvrir un peu plus d'autres types de jeux, mais quand même pas trop complexes. Puis éventuellement, peut-être aller vers des choses sans que ce soit trop compliqué, mais peut-être un petit peu plus. Donc voilà. Fait que plus de soirées aussi, justement, avec la belle famille. Et je veux me procurer certains jeux que je veux depuis longtemps. Donc, il y a quelques jeux là, qui sont dans ma tête. Soit des petits jeux comme Star Realms, qui est un petit deck building avec des vaisseaux. Donc, si vous écoutez le podcast en visuel, vous comprendrez que j'aime bien l'espace. Donc, ça me tente. Dune Imperium, il me semble être très intéressant. Il a toujours été bien coté. Puis là, ben, j'écoute les podcasts justement de l'autre côté du plateau, entre autres. C'est pas mal mon principal que j'aime bien écouter pour les jeux de société. Fait que quand ils me font découvrir des jeux, ben, des fois, j'ai envie de m'en procurer. C'est sûr qu'avec mon nouveau mode de vie, ben, je vais peut-être pouvoir faire moins de dépenses. J'ai trop de passion par rapport à l'argent qui rentre présentement, mais it is what it is. Alors voilà. Dans les nouvelles, c'était très tranquille. J'ai fait le tour aussi de mes nouvelles de jeux de société. Il n'y avait pas une tonne de grosses nouvelles. Donc, je pourrais vous parler justement de. Ben, tu sais, je veux juste vous. Si vous avez envie d'un bon podcast sur les jeux de société, de l'autre côté du plateau, podcast qui est disponible un peu partout. Eux autres, c'est pas un podcast avec une vidéo pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je vais y en venir. J'ai des nouvelles leur concernant. Ils ont fait leur premier épisode de l'année. Dans le fond, le dernier, c'était le 19 décembre. Ils ont republié un épisode vendredi dernier. Et bon, Martin Montreuil, pardon, c'est Martin et Martin qui anime ce podcast-là. Et un des Martin Montreuil, c'est le CEO justement de Randolph et Scorpion Masqué. Puis il est en train de builder deux studios, là, un chez lui, puis un à ses bureaux, je pense, ou à son chalet. Là, j'ai un blanc, mais il veut avoir un petit studio pour de temps en temps enregistrer le podcast dans le studio puis avoir justement une version vidéo avec un beau visuel. Donc ça c'est intéressant. Si vous écoutez ce podcast-là, ben sachez qu'il y aura peut-être un petit visuel avec un beau background. Et puis ils veulent essayer de faire quelques soirées dans des Randolph à travers le Québec. Donc moi si jamais ils viennent à Brossard, j'essaierai peut-être d'aller à cette soirée-là pour les rencontrer en personne. Je suis pas c'est pas une question d'être fan ou quoi que ce soit, c'est juste une question de rencontrer des créateurs qui m'intéressent puis qui font du contenu que j'apprécie. Alors voilà, donc aux jeux de société aussi, c'était très tranquille, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps dans le cinéma. Au niveau des jeux de société, ben, un petit rappel pour ceux qui sont dans le chat en ce moment et ceux qui l'écoutent en live. Et ceux qui sont pas là, ben, encore une fois, je vous invite à venir me suivre si vous avez un compte Twitch sur le Fringe Channel. Donc Twitch Fringe Channel, vous allez trouver ça si vous le cherchez ou allez chercher le lien dans la description. Mais je fais un concours mensuel. Le premier sera au mois de février pour gagner. Pour l'instant, c'est juste des jeux vidéo. Pour le premier, en tout cas, au moins. Éventuellement, j'aimerais peut-être ça faire tirer des jeux de société. Donc, à voir, là, mais on va marcher avant de courir. Et donc, vous allez avoir une liste avec quelques choix de jeux, puis vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je vous donne le code que vous pouvez ensuite redeem sur la plateforme. Pour participer, c'est simple. Il y a des points de chaîne sur Twitch. Pour l'instant, moi, ça s'appelle des Power Coins. Ça va changer éventuellement. Mais pour 2500 points de chaîne, vous pouvez acheter un billet de participation au concours. Et puis, c'est une limite de 3 par stream et 10 par mois pour laisser une chance à tout le monde. Donc voilà, je vous invite à venir me suivre. En me suivant, vous accumulez des points. Et si vous vous abonnez à la chaîne, donc si vous avez Amazon Prime puis que vous n'utilisez pas votre Prime déjà pour vous abonner sur Twitch, ben je vous invite à venir le partager avec moi. C'est une façon facile de m'encourager, gratuite pour vous. Gratuite, vous payez votre Prime, mais je veux dire, si vous n'utilisez pas votre abonnement Prime sur Twitch, il dort là puis vous le perdez, donc aussi bien l'utiliser. Et pour moi, ben, ça m'encourage à continuer et ça va me donner des sous supplémentaires pour vous faire tirer des jeux. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel pour le concours mensuel de Twitch. J'ai pas essayé de jeux vidéo encore là cette semaine, j'ai pas eu le temps de consommer grand chose. J'ai vraiment été à fond dans le montage de ma vidéo des îles de la Madeleine pour la chaîne YouTube et dans la redéco puis le rangement des figurines, puis le nettoyage, puis tout ce qui va avec du bureau. Donc, je voulais vous laisser savoir que j'ai envie justement d'essayer plus souvent des jeux, donc des nouveaux jeux. J'ai pas envie d'être trop stické tout le temps sur un jeu, ce qui fait que j'en finirai peut-être pas souvent, déjà que j'en finis pas souvent, mais au moins d'essayer des trucs qui sont nouveaux pour moi, c'est pour que j'ai des nouveautés, parce que Dieu sait que les nouveautés coûtent cher, donc j'aurai pas toujours le budget.
Et bien sûr, essayer des démos. Il y a des jeux que j'aimerais continuer. J'aimerais finir mon Jedi Survivor, que j'avais pas fini encore. J'aime bien les combats dans ce jeu. J'aimerais continuer Mass Effect, que j'avais commencé il y a quelques années. J'avais acheté l'édition en rabais vraiment pas cher avec toutes les trois. Et, j'avais aimé ça, puis j'ai juste jamais continué. Donc, il faudrait que je fasse ça éventuellement. J'aimerais ça me trouver un bon petit jeu cosy là, avec un grind. Moi, j'aime ça les jeux où on peut grinder. Je trouve que ça joue bien en stream. Alors, je me suis mis quelques jeux en wishlist, dont Dingcom, qu'on va découvrir en démo après l'enregistrement du podcast. Donc, bien, bien intéressé à découvrir ceci. Je cherche, tu sais, moi, j'ai toujours quand même eu du plaisir avec Animal Crossing. Je cherchais de quoi que je peux jouer à l'ordi. Ça me tente pas toujours tout défaire le setup, là, puis la Switch qui est dans le salon, l'amener ici. C'est pas nécessairement très compliqué, mais je veux de quoi que je peux jouer à l'ordi. Alors, Dingcom, j'ai envie de l'essayer. On dirait un mix justement entre Animal Crossing, puis un petit Farming Simulator, puis un petit peu de Survival. Donc, voilà. Dans les nouvelles, alors voilà, Monsieur Reaper dans le chat en a fait allusion au début. Il y a eu un petit kaboom chez. Ben, c'est pas celle-là en fait, ça, on va y revenir aussi, mais pour ceux qui regardent à l'écran, en fait, je suis désolé, ceux qui sont en audio, quand je dis des choses de même. Ah, c'est pas celle-là, c'est parce que je montrais un article sur l'écran. Mais il y a eu une explosion à Rockstar North à Édimbourg. Bon, on dit une explosion. C'est une tank à eau chaude qui a explosé. Et moi, je savais pas, j'ai découvert ça, mais j'ai fait une petite recherche. Savez-vous que des tanks à eau chaude, ça peut faire de la merde en tabarouette si ça pète. Ça m'a quasiment fait peur parce que moi, ma tank à eau chaude est dans un petit garde-robe juste à côté ici. Bon, après ça, je connais personne vraiment à qui c'est arrivé. Là. Souvent, il y a un streamer et créateur de contenu américain, Luke Stevens, que j'aime bien. Il a montré une vidéo d'une maison qui explose. Bon, d'après moi, j'ai pas recherché, il y a d'autres choses que juste la tank à eau chaude. Il devait y avoir aussi une fuite de gaz ou quelque chose, là. Mais ça a été une explosion de la tank à eau chaude mélangée à d'autres facteurs. Puis tu vois tu sais, la caméra de sonnette d'une autre maison plus loin sur la rue et tu vois la maison là. Ouais, ben il en parle de ça. Il a montré des bouts de Mythbuster qui fait des tests. Puis c'est violent une tank à eau chaude. J'ai jamais eu peur de ma tank à eau chaude. Puis je commence presque à avoir peur. En plus, la mienne, elle a plus que 10 ans. Attends, je peux peut-être vous le trouver rapidement. Je suis désolé pour ceux qui sont en audio. Vous irez le googler, mais je vais faire ça vite. Là. Je veux pas que vous attendiez trop pour rien. Là, mais Water Heater Explosion. Dis à ton proprio qui change ça. Ouais, ouais, ben, fait que là, si vous écrivez Water Heater Explosion, vous avez les tests de Mythbuster. Puis ça fait sincèrement peur. Mais je suis capable de trouver celle que Luke Stevens a montré. C'était, comme je dis, là, celle-là que je cherche. C'est sûr qu'il y avait d'autres choses que juste ça. Là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de checker la miniature. Ah, il se passe rien. Attends, je vais écrire Water Heater House Explosion. Ah, c'est ça ici qui a montré. Il y a eu 5. Oh, c'est triste. En plus, 5 personnes qui sont mortes puis 3 maisons détruites. Attends, on va regarder. Avant de faire play, on va regarder la description. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est. Ok, bon. En 2023, mais. Bon, là, faut faire confiance au streamer, là. Luke Stevens, il semblait dire que c'était relié, entre autres. Parce que là, ici, dans la vidéo, on n'a pas la suite de l'histoire, mais c'est en 2023, fait que c'est sûr que la cause est sortie depuis. Mais c'était relié à un water heater, puis il y a 5 personnes qui sont mortes, c'est fou. Mais checkez ça. Checkez la maison explosée, ça n'a aucun sens. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est violent. Allez voir mon, allez voir l'épisode du podcast en vidéo où écrivez Water Heater House Explosion, là, mais c'est en Pennsylvanie. Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. On va le remettre juste ici. C'est ça, on dirait une bombe. Fait que, ouais, bref. Depuis Rockstar, ben, j'ai peur des tanks à eau chaude. Fait que, anyway, tout ça pour dire tank à eau chaude qui a explosé. Mais ça l'a pas fait une grosse explosion de même, premièrement. Deuxièmement, c'est arrivé comme autour de 5h du matin. Il n'y avait personne dans les buildings de chez Rockstar. Et heureusement, il n'y a personne qui a été blessé. Puis c'est juste plate de voir le côté malsain de l'humanité, qu'il y a bien du monde, leur premier réflexe, ils faisaient des vidéos pour dire bon, hein, Rockstar va avoir une autre raison de retarder GTA 6. Aucune considération pour l'humain et puis la destruction. Fait que, bref, bonjour mon amour. Donc voilà, fait que c'est ce qui s'est passé au studio de Rockstar. Une autre petite nouvelle aussi. Bon, ça n'a pas l'air d'être officiel, mais en gros, j'ai lu l'article hier, puis t'avais, je pense que c'est quelqu'un qui travaille chez Ubisoft Toronto, Anthony Armstrong. Donc, il y a un membre de sa famille qui est un grand fan de GTA, qui se bat contre le cancer depuis des années, puis là, on lui a dit qu'il allait peut-être lui rester 6 mois à 1 an, donc s'il y a un retard de GTA ou whatever, il est pas sûr à 100% qu'il va avoir le temps de jouer. Donc, le gars d'Ubisoft, Anthony Armstrong, il a tiré les ficelles de son réseau de contacts du monde des jeux vidéo. Et, long story short, il a réussi à trouver des contacts qui ont fait en sorte que il y a de fortes chances, ça semblait pas officiel là, selon l'article, que il fasse essayer GTA 6 à cette personne-là qui a le cancer, qui va peut-être pas survivre jusqu'à la sortie du jeu. Donc, je trouvais que c'est une petite... on parle des mauvaises nouvelles, mais ben, c'est un peu une mauvaise nouvelle aussi, considérant la situation de santé de la personne. Mais je veux dire, c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui essaient de faire des bonnes choses à l'occasion. Donc, voilà. Je trouvais ça intéressant. Et puis, ben là, j'ai vu un article aussi qui disait que je savais même pas qu'il y avait un Mass Effect 5 qui était prévu, mais ça a l'air que il y a des. Il se passe des choses dans le développement, comme toujours maintenant. Dans tous les jeux, le développement est toujours compliqué. Et ça a l'air que Mass Effect 5, on aurait pu attendre peut-être d'ici 1 an. Ça se peut que ce soit pas avant quelques années. Parce que, dans le fond, le studio BioWare, comment ils ont appelé ça, là? J'ai vu... Ça a un nom. Je me rappelle plus du nom, mais bref, ils ne sont pas une compagnie qui ont de multi-projets en simultané, donc ils travaillent sur un projet à la fois. Et là, Mass Effect serait sur le back burner. Pardon, j'ai mué. Mass Effect serait sur le back burner pendant qu'ils travaillent sur d'autres jeux. Donc, bref, pour les fans de la franchise, vous n'aurez pas votre prochain Mass Effect tout de suite. Alors voilà, puis moi, ben écoutez, j'essaie de retourner à l'analogue. J'ai le goût de ressortir soit ma 3DS ou ma Advance SP, mais probablement ma 3DS, puis de recommencer à gamer dans le salon des fois sur la 3DS au lieu de toujours être à l'ordi. Tu sais, mon retour à l'analogue avec justement les stylos plumes, je me suis acheté un paquet de cartes chez Michaels. Au lieu de toujours aller acheter des cartes à l'unité quand c'est la fête à quelqu'un, ben je vais pouvoir me faire des cartes uniques à chaque fois, les personnaliser, écrire dedans. Et j'ai même un petit bâton de cire avec un stamp, donc au lieu de les licher ou whatever, je vais faire brûler de la cire, faire un petit saut de cire pour sceller mes cartes, mes enveloppes, donc ça va être unique. Alors voilà, c'est juste pour dire j'ai ce désir de retourner un petit peu. Je veux pas abandonner le digital puis le numérique, il y a plein de choses que j'adore, juste le fait d'être ici en ce moment, ça serait hypocrite de dire que j'aime pas ça. Mais il y a certaines choses qui me manquent, donc j'essaie d'y retourner. Et puis, il y a eu une entrevue qui est sortie récemment avec un ancien employé de Bethesda qui s'appelle, j'ai son nom ici, attendez, Kurt Coleman, qui était un employé chez Bethesda qui s'était fait promettre depuis des années qu'il serait comment les autres y appellent ça? Je suis désolé, il faut que je fasse mieux mes notes pour la prochaine fois. Mais qui était censé être, ah oui, le responsable du développement de Elder Scrolls 6. Et là, l'article au complet, ben, l'entrevue est intéressante. C'est une entrevue qu'il a donnée à PC Gamer. Mais en gros, dans sa façon d'expliquer les choses, on comprend pourquoi ça va peut-être pas super bien chez Bethesda puis que les jeux, ça laisse à désirer. En gros, Bethesda a tellement grossi que bon, Todd Howard est rendu plus dans la bureaucratie que dans le développement. Et souvent, les ressources sont mal
alloués. Donc, tu vas avoir un développeur en chef, là, comme selon ce qu'il expliquait dans son entrevue, qui, au lieu de développer sur le développement du design du jeu ou du script, ben, il passe son temps à faire des vidéos OBS pour expliquer à des employés comment faire ci ou comment faire ça. Souvent, la main gauche, comme dans bien des compagnies, ça m'a pas surpris, mais la main gauche, je sais pas ce que la main droite fait. Il y a un manque de communication énorme. En tout cas, c'était vraiment intéressant tout ce qu'il disait. Il était pas en mode je détruis Bethesda, il faisait juste raconter son expérience. Et à travers son expérience, on comprenait pourquoi Elder Scrolls 6 est toujours pas là, pourquoi euh, Starfield a été le petit flop qu'il a été. Tu sais, moi, c'est ça qui me fâche. Quand les gens d'entreprise, comme Ryan Johnson, quand il répondait aux critiques de Star Wars, là, que le gars, il a pris aucun blâme puis faisait juste insulter le monde. Tu sais, quand que Todd Howard chez Bethesda se fait poser des questions sur Elder Scrolls 6, il cache pas son agacement, puis comme quoi il est tanné de se faire poser ces questions-là, puis tout. Puis comme, dude, vous avez relâché un teaser en 2018. On est rendu en 2026, il n'y a rien d'autre qui est sorti depuis. Sois pas fâché après nous autres de te poser des questions. T'avais juste à pas relâcher ce teaser-là, de un. Puis de deux, ben crime, travailler sur les franchises que les gens ont envie. Ce qui fait que je reste prudent sur Elder Scrolls 6. On a tellement des attentes élevées parce qu'on a eu du fun dans Skyrim. J'ai un peu peur pour Elder Scrolls 6. Je vous mentirai pas. Mettons, mes attentes pour Elder Scrolls 6 sont un peu comme mes attentes pour Avengers Doomsday. J'ai un peu hâte, mais je reste très prudent parce que j'ai pas beaucoup foi. C'est triste, mais c'est ça. It is what it is. Donc voilà, puis écoutez, j'ai décidé que j'allais mettre les finances puis la sécurité un peu plus dans le varia. Bon, finalement, ça va revenir au même, mais bref, plus vers la fin. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai plusieurs choses sur les finances en fait, puis je vais essayer d'aller rapidement pour pas vous ennuyer trop. Mais les 4 règles des finances pour une richesse qui dure dans le temps de Warren Buffett, qui est une des personnes les plus riches dans le monde. Bon, je vais vous les lire, je les ai traduites parce que là, l'article est en anglais, mais sa première règle, c'est laisse l'intérêt composé faire sa magie. Donc, si je rephrase ça, en gros, c'est commencer le plus tôt possible. Le plus tôt vous commencez, le plus tôt l'intérêt composé fait sa magie. Sa deuxième règle, achète des index funds constamment. Lui, il parle beaucoup du S&P 500. Là, moi, je ne peux pas vous dire de faire ça spécifiquement. On sait que le dollar américain est en train de s'affaiblir. Je suis vraiment d'avis. Je ne suis pas en mode apocalypse. Je pense pas que ça va être l'apocalypse, mais on est en train d'assister à la chute de l'Empire américain. Encore une fois, je disais tantôt que je regarde des vidéos sur des historiens qui analysent l'histoire aujourd'hui. Et il y a un gars qui racontait qu'il y a 7 phases à la chute d'un empire. Et on est bien avancé dans la 5e phase au niveau des États-Unis. Dans le fond, là, je me rappelle pas de toutes les phases. Là. Mon but, c'était pas de parler de ça dans le podcast, alors j'ai pas pris de notes, mais t'avais quand t'es surextensionné au niveau militaire un peu partout dans le monde, quand tu dépenses beaucoup plus que tu fais d'argent, quand tu ne produis plus, quand tu fais juste consommer la richesse et que tu n'en produis plus. Donc, beaucoup de pays occidentaux, on consomme mais on ne produit plus. La production est rendue dans beaucoup de pays asiatiques. Euh, quand comment ils appelaient ça? Quand tu dévalues ta monnaie, donc à l'époque, quand l'argent n'était que de la monnaie de métal, ben, les Romains, quand ils ont commencé à rusher financièrement, puis qu'il y avait de moins en moins d'argent, puis que leurs réserves d'or et d'argent diminuaient, ben, mettons leurs pièces de monnaie qui étaient 100% d'argent, ils ont commencé à les diluer avec d'autres matériaux, puis à un moment donné, je pense que tu avais comme 3% de la pièce qui était en argent. Donc, la valeur nominale restait la même, mais la valeur du métal était rendue médiocre. Alors, à un moment donné, quand que l'Empire a commencé à être fragile, ben, les gens de d'autres pays, à l'époque, ont commencé à refuser d'accepter la monnaie de Rome parce qu'elle valait plus rien. Puis on est en train de le voir. Même affaire. Tu as beaucoup de pays qui commencent à délaisser le dollar américain. Le dollar américain, quand pendant longtemps était la réserve mondiale, ben, depuis Nixon, qui a été celui qui a ouvert la porte que le dollar n'était plus relié à l'or. Donc, il fallait juste se baser sur la valeur nominale. Donc, le dollar américain, depuis cette époque, est en descente. Mais là,
on est à un autre stade. Là. La Chine délaisse le dollar américain. Ils font des transactions avec la Russie et certains pays asiatiques juste avec c'est quoi déjà le yen, c'est au Japon, mais. Ah! Les roupies, c'est en. Je suis pas un expert des monnaies internationales. Les roupies, je pense que c'est la Russie. Là, j'ai un blanc sur la monnaie chinoise. Mais bref, ils utilisent juste l'argent chinois et russe entre eux. Puis il y a beaucoup de pays qui commencent à délaisser le dollar américain. Alors, ça, c'est un autre des stades. Alors, il disait qu'on est dans le stade 5 de la chute d'un empire. Donc, tout ça pour dire, j'ai fait une grosse parenthèse pour vous dire, à vous de décider si vous voulez aller dans le S&P 500 ou un autre type d'index fund. Mais reste que la règle de Buffett, elle est quand même vraie. Des index funds, c'est passif, mais vous allez toujours faire ce que le marché fait. Alors que statistiquement, c'est prouvé que la plupart des gens qui essaient de activement faire des meilleurs rendements que la bourse, ils en font moins. Donc, on pourra en parler longtemps, là. Ils en font moins, puis ils se font croire, comme des gamblers qui se font croire qu'ils vont gagner. La plupart des gens qui investissent activement en bourse se font croire qu'ils vont faire mieux. Ils font rarement mieux. Alors voilà. Une fois que j'ai compris ça, ma stratégie d'investissement est devenue facile. Sa troisième règle, focus sur la valeur à long terme, pas le bruit à court terme. Donc, en gros, laisse pas tes émotions gérer tes placements, tes ventes et tes achats. On s'en fout de ce qui se passe dans l'actualité. T'achètes pour le long terme. Il y en a qui disent, oui, mais là, justement, tu as parlé de la chute de l'Empire américain, ça. Oui, comme je dis, bon, je ne suis pas un expert, mais je pense pas qu'on s'en va vers l'apocalypse. L'Empire britannique a chuté, puis les Britanniques sont encore là. L'Empire espagnol, qui a été à son apogée au 16e siècle, a chuté. Les Espagnols sont encore là, sont juste plus une puissance mondiale. L'empire de l'URSS, même chose. Donc, tous les empires chutent, mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Donc, tu vas quand même avoir de l'argent. Et si jamais un jour l'argent ne sert plus à rien, ben crois-moi, tes placements, ça va être le dernier de tes soucis. Donc, au lieu de vivre dans des scénarios hypothétiques, ben vivons avec ce qu'on peut contrôler. Et puis, dernier point, dernière règle de Buffett, investis seulement dans ce que tu comprends. Ça aussi, c'est une règle que depuis que j'ai compris cette règle-là, je la suis à 100%. Moi, si quelqu'un me dit « Hey, investis là », si je comprends pas pourquoi ça serait une bonne chose ou que je comprends pas le placement, je le fais pas. C'est pour ça que, comme je dis, je comprends ma stratégie de placement dans les index funds qui sont un portrait de la bourse en général. Depuis que j'ai lu The Little Book of Common Sense Investing de John Bogle, un des cofondateurs de Vanguard, pour moi, tout est devenu clair. J'ai pas besoin d'avoir une situation d'investissement complexe. J'ai pas besoin d'avoir 8 millions de placements. Je comprends pourquoi je fais ces placements-là. Je comprends les placements que je fais. Donc, c'est important. Faites jamais... Si vous faites un achat parce qu'on vous a dit que ça va être hot, vous pouvez le faire, mais consacrez une petite portion de votre portefeuille total là-dedans. Consacrez pas tout votre portefeuille là-dedans. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites le move, c'est une clé à échec. Alors voilà, je trouve ça intéressant, les 4 règles de Warren Buffett. J'ai lu aussi un article des affaires que je trouvais intéressant. Le stress financier monte chez les Québécois. Alors, selon une étude, un sondage réalisé par la Banque des perspectives financières pour 2026. Là, j'ai pas tout pris en note les chiffres. Là, on va y aller en diagonale, mais tous les indicateurs de stress sont à la hausse. Puis je vais vous expliquer aussi après l'article qui explique qu'il y a quand même une petite... il y a un petit truc paradoxal, parce que, bon, on va y revenir. Mais tu vois, l'inflation préoccupe 68% des répondants au sondage en 2026, alors que c'était 51% en 2024. On voit à quel point les gens commencent à s'inquiéter du coût de la vie. L'incertitude économique, 43% qui s'en préoccupe aujourd'hui, alors que c'était même pas un chiffre qui avait une importance dans le sondage l'année passée. Les dépenses courantes, 35% des répondants contre 26% la dernière fois. L'incapacité à économiser ou investir, 18% contre 6%, ça l'a triplé en termes d'inquiétude. Ou le taux d'intérêt, 17% contre 4%. Mais le taux d'intérêt, les taux d'intérêt, c'est un des exemples où est-ce que c'est un peu paradoxal parce que il y a beaucoup plus de gens qui sont stressés par les taux d'intérêt, puis pourtant les taux d'intérêt, ça en parle un petit peu plus loin, là, les taux à la baisse.
Tu vois, particularité paradoxale, les gens sont plus préoccupés par les taux d'intérêt, même si les taux d'intérêt ont baissé dans la dernière année. Donc, c'est là où l'article expliquait que ça démontre que les niveaux de stress ne sont pas toujours, ça peut l'être, mais ne sont pas toujours euh, une capture, un reflet de l'économie actuelle. Des fois, les inquiétudes sont basées sur des trucs purement émotionnels, basés sur des choses que les gens entendent ou voient. Mais voilà, c'est pas toujours un reflet. Tu sais. Puis ça dit oui, le taux est plus bas, mais beaucoup de gens doivent renouveler leur prêt hypothécaire cette année. Ces gens avaient il y a 5 ans un taux beaucoup plus bas, autour de 4%. Aujourd'hui, c'est 4%. Fait que ça l'explique un peu. Ces gens-là qui vont renouveler leur hypothèque, ça va quand même être plus élevé pour eux que leur taux d'il y a 5 ans. Mais il faut savoir que les taux sont quand même à la baisse. Donc, bref, voilà, je trouvais ça quand même intéressant, les affaires. J'ai même vu qu'ils ont une infolettre pour les finances personnelles. Donc, je vais m'inscrire à cette infolettre-là sans faute. Voilà, puis là, ben, dernier article. Il y a eu une étude sur Montréal, l'importance d'un retour au bureau, tu sais, par rapport au télétravail qui est encore populaire euh, depuis, euh, depuis la COVID. Et, euh, et bon, la raison que je voulais parler de l'article, c'est qu'il y a des choses que je peux comprendre. Il parle de la productivité individuelle, elle a augmenté avec le télétravail, mais la productivité collective a diminué. Puis là, mais où je vais en venir, c'est que ça. J'ai pas aimé dans l'article puis dans les études que ça parle. J'ai pas lu l'étude, là, mais ce que l'article des affaires discutait. Ça parle beaucoup des côtés négatifs pour les entreprises, mais peu pour les employés. Fait que ça me gossait un peu parce que c'est tout. Ah, les entreprises commerciales, ils ont de la misère. Ça favorise pas l'innovation au sein de certaines entreprises dans certains types d'industries. Tout relié à l'entreprise, mais rien par rapport à la santé mentale, le niveau de vie des employés. Ça m'a un peu gossé que ça soit quand même mis de question. Même, check, le milieu des affaires se pose deux grandes questions depuis la fin de la pandémie. Le présentiel complet, est-il nécessaire? Et dans l'affirmative, comment y arriver? Fait, comment reforcer le monde à tout retourner au bureau alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même des points positifs à rester à la maison? Mais regarde, en plus des pertes économiques pour la communauté d'affaires et des conséquences sur le budget de la ville, euh, l'étude estime que la trop faible présence des employés au bureau fait perdre de la vitesse d'exécution aux entreprises et diminue la cohésion ainsi que l'innovation. J'y crois, mais encore une fois, aucun regard pour la qualité de vie des employés. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est capoté. Donc, bref. Leur étude dit que l'importance d'un retour au bureau est présente, mais la plupart des points de l'importance étaient reliés. Je dis pas qu'il n'y en a aucun pour les employés, mais c'était beaucoup relié aux entreprises. Donc voilà, puis dernière chose, sachez ceux qui êtes locataires que le tribunal administratif du logement, le TAL pour les intimes, a dévoilé son taux de base suggéré d'augmentation du loyer. Donc c'est à la hausse, bien sûr, of course, parce qu'on se fait tout le temps avoir à gauche et à droite. Alors le TAL propose une augmentation du loyer de 3,1%. Historiquement, au Québec, on était plus dans des hausses de 0,5, 0,8 et 1%. Alors, si vous êtes locataire comme moi, ben, cette année, votre propriétaire peut vous augmenter plus que la dernière année, sachez-le. Par contre, sachez aussi, ça rappelait les gens que vous avez le droit de refuser votre augmentation de loyer si vous jugez que c'est déraisonnable. À ce moment-là, le propriétaire a deux choix, d'essayer de négocier avec vous ou d'aller contacter le TAL. Fait que si vous trouvez que c'est déraisonnable, ou tu sais qu'on vous augmente, mais qu'il ne s'occupe pas du tout du logement puis du bloc où vous habitez, vous avez le droit de refuser. Après, ben, le propriétaire décidera de ce qu'il veut faire avec votre refus. Alors voilà, écoutez, ça a fini pas mal mon varia. J'ai pas mis d'autres choses cette semaine dans le varia. J'ai préparé le podcast un peu à la va-vite hier. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Je l'avais dit qu'elle allait être un peu plus court. C'est bien correct. C'est bien correct. Les autres faisaient 1h50, donc je vais pas m'en plaindre. Je vais essayer de le préparer un petit peu plus d'avance la semaine prochaine. Mais it is what it is. Au moins, je voulais le faire. Donc, pour un rappel, toujours ouvert à un deuxième co-animateur, que ce soit à temps plein ou occasionnellement, si vous avez envie de venir parler d'un des sujets que j'aborde dans le show.
Et puis, n'oubliez pas le Fringe Channel sur YouTube. Vous allez pouvoir voir mon vlog des îles de la Madeleine au début février. Et puis, mes prochaines aventures. Donc, c'est là-dessus que je me concentre beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains mois. Sur Twitch, bien sûr, le Fringe Channel, si vous voulez venir assister à l'enregistrement live ou même juste quand je stream du gaming ou du just chatting, vous êtes toujours les bienvenus. Sur Discord, on est trouvable partout, donc je ne retiendrai pas plus de votre temps, je parle déjà depuis assez longtemps. C'était la fin du 3e épisode du Fringe Show, j'allais dire du Fringe Channel, mais du Fringe Show. Donc je vous souhaite une excellente semaine et là-dessus on se dit à la prochaine fois.